Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po. Je m'appelle Marjolaine et 2 fois par mois, je recevrai des jeunes docteurs ainsi que des étudiants en master et en doctorat pour parler de leur sujet de recherche en sciences politiques. Vous le verrez, nous sommes ici sur un champ d'études plutôt vaste, alors à la fin de chaque épisode, sur le site du Dazibao, vous retrouverez un résumé avec les points clés de chaque discussion, quelques définitions complémentaires et une petite bibliographie pour les plus aventureux d'entre vous. Et maintenant, sans plus attendre, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao, le podcast qui vulgarise la recherche en Sciences Po et en sciences sociales en général. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Philippine Fauchier, doctorante en civilisation américaine, pour parler de sa thèse en cours depuis septembre 2022, la communication de la première dame Michelle Obama 2007-2017. Philippine réalise sa thèse à l'université Paul Valéry de Montpellier sous la direction de Monica Michelin, professeure en études américaines contemporaines, et Sébastien Mort de l'Université de Lorraine, qui est maître de conférences en culture et société des États-Unis. Bonjour Philippine. Bonjour Marjolaine, merci de m'accueillir. Eh ben merci beaucoup à toi. Enfin, on peut enregistrer, ça fait longtemps qu'on discute par message, mais tu es par Mons et par vous et surtout de l'autre côté de l'Atlantique. Donc ça fait plaisir de t'avoir au micro du Dazibao. Donc, première question traditionnelle pour débuter tous les épisodes de podcast, j'aurais aimé savoir pourquoi tu as décidé d'étudier la civilisation américaine, vu que c'est le titre de ton doctorat, et pourquoi la communication, la politique, et pourquoi ce sujet de thèse en particulier? Oui, après ça fait beaucoup, mais c'est mon parcours. Et je dirais qu'après une prépa, je suis arrivée en études anglophones vraiment par hasard, et j'aimais l'interdisciplinarité de la filière, et je voulais aborder tous les aspects de tous ces pays que j'étudiais, autant la construction de la langue, la littérature, le cinéma, l'histoire, le fonctionnement politique, et c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et je pense que plus on s'intéresse à un domaine, plus on le trouve intéressant, et donc ça allait de soi pour moi de continuer en études anglophones. Et j'ai toujours été intéressée par le pouvoir des images, comment un objet culturel peut faire passer des informations. On peut parler de cinéma de propagande, on peut parler de publicité, j'adore la publicité, ou de communication politique. Et c'est avec cet intérêt que j'ai ensuite repris une licence de sciences politiques, ce qui m'a énormément apporté, surtout sur des concepts, un cadre théorique, une approche sociologique. Et ce que je fais aujourd'hui dans ma thèse, c'est un mélange d'analyse visuelle, d'analyse rhétorique, de communication politique, et c'est surtout totalement ancré dans un contexte, une ère culturelle, un pays, un contexte historique. Et je travaille sur l'intersection entre les représentations des premières dames aux États-Unis et celles des femmes noires aux États-Unis. Et donc ce sont des questions, oui, de politique américaine, questions politiques, mais j'ai aussi une approche politiste, une approche organisationnelle, en essayant de comprendre les interactions au sein de la Maison-Blanche qui expliquent la construction de cette communication. C'était évident, le doctorat? J'ai toujours adoré apprendre, j'ai toujours adoré enseigner par la suite. Donc je savais que je voulais enseigner, peut-être par la suite à l'université. Je voulais continuer d'apprendre. Donc c'est évident, je ne sais pas, mais oui, ça a fait son chemin, et c'était la seule manière pour moi d'aborder des questions. Les études de médias, c'est quelque chose qu'on n'a pas en France, donc j'ai un peu créé ma propre filière. D'accord. Ok. Et au master, donc j'imagine que tu as fait des masters et tu as fait des mémoires de recherche. Est-ce que tu as fait des mémoires qui t'ont aidé à préparer ton sujet de thèse, de débroussailler, etc. Tu as bossé sur quoi avant? Alors, pas du tout. J'ai fait 3 mémoires de master. Ah ouais, d'accord. Ça fait beaucoup. En civilisation. Alors, comme j'étais en études anglophones à distance, j'ai pas eu le choix de mes matières, ce qui fait que j'ai un peu touché à tout, ce qui est super enrichissant. Et j'ai vraiment atterri j'aime bien le mot atterrir, parce qu'en master d'études anglophones, par hasard, parce que c'était une année où je n'avais pas été prise en école de communication et où je suis partie à l'étranger et j'ai voulu continuer. Et
mon premier mémoire, donc en études anglophones, était en anglais, et le deuxième en français. Et le premier était sur la représentation de la ville dans la série Sex and the City et le film Manhattan de Woody Allen. Donc c'était cet aspect aussi publicité, patriotisme. Oui, c'était trop bien. Ok. Qui était quand même avec la directrice de thèse que j'ai actuellement. Mais... D'accord, ok. On a un chat qui dit bonjour. Ouais, mon chat qui miaule derrière. Et donc, je dirais que j'ai quand même cette idée des images, de la culture populaire qui transmet une information, est quand même très ancrée dans la culture américaine. Et la deuxième année de master, que je faisais en parallèle de ma licence de sciences politiques, ce qui explique le temps que j'y ai passé, je l'ai faite en 2 années, et je voulais travailler sur la réutilisation de la culture populaire dans la communication du couple Obama. Et j'ai lu énormément sur le sujet, mais j'arrivais pas à écrire, ou ça ne me correspondait pas forcément, et ma directrice m'a dit que j'écrivais rapidement sur les séries télévisées, autant continuer là-dessus. Et en 6 mois, j'ai fait un deuxième mémoire sur la saison 1 de la série Westworld. Et donc toutes les échelles de pouvoir, les échelles visuelles, du spectateur aux joueurs, aux différentes sortes d'acteurs ou de robots. Et j'aimais beaucoup la fusion entre science-fiction et western. Et c'était aussi le rôle du spectateur, la spectatrice que je regardais. Et voilà, je dirais que ça m'a donné une méthode, ça m'a donné une organisation, ça m'a aussi donné des clés sur de la recherche. Et j'avais dit à ma directrice, si je fais une thèse, c'est avec elle ou je ne ferai pas de thèse. Mais elle savait déjà, quand je faisais ce mémoire de master, que je voulais faire une thèse sur la communication de Michelle Obama en tant que première dame. Okay. C'était déjà acté. D'accord. Et donc c'était 6 ans auparavant. C'était le sujet. Oui, et c'était 6 ans avant de commencer la thèse. Ah oui, d'accord. Donc, ok. Est-ce que c'est disponible, tes mémoires on peut les lire quelque part ou pas Non, mais c'est une bonne question. Je pense qu'il faudrait que je les dépose en ligne pour que ça soit accessible à tous. Parce que je pense que, enfin, moi, là, comme ça, je me dis que ça doit être... Enfin, j'aimerais tellement plonger le nez dedans pour lire tout ça. Donc, et peut-être que les auditeurs, en t'entendant raconter ça, ils vont se dire la même chose. Donc, voilà, si un jour, tu as l'idée de les mettre disponibles, bah, je ferai une note pour les auditeurs pour les tenir au courant, pour leur dire, voilà, où c'est disponible. Vous pouvez aller lire tout ça. Voilà. Merci. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça m'a un peu desservi parce qu'aujourd'hui encore, quand je postule à des bourses, il a fallu que je donne mon mémoire de M2, qui n'est pas du tout en lien avec la thèse. Et donc, il faut justifier tout ça. Justifier ce... Ah oui, le cheminement pour arriver jusqu'à ton sujet de thèse. Ok, d'accord. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, tu as parlé en fait de ce sur quoi tu travaillais dans ta thèse, donc les premières dames, la représentation des femmes afro-américaines, la communication politique autour de tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce rôle de première dame depuis quand ça existe, comment ça a évolué petit à petit, est-ce qu'elles ont toujours eu une importance comme elles ont, comme Michelle Obama a eu, parce que je pense que c'est quand même une figure dont on se souvient le plus de son action et de sa personnalité, on va dire. Est-ce que tu peux nous parler de ce rôle-là précisément aux États-Unis? Oui, surtout aux États-Unis, qui est un pays à part dans la création de cette institution. Mais il faut savoir que épouse d'élu, c'est un rôle ancien qui a été forgé par des femmes, à ces femmes, pour obtenir un pouvoir politique à un moment de l'histoire où elles n'avaient pas le droit de vote. Donc c'est quelque chose qui a toujours existé, je pense, dans toutes les cultures, où les femmes n'avaient pas le pouvoir. Et ça existe depuis la création des États-Unis. Martha Washington, donc l'épouse du premier président, visitait les troupes au combat pour les encourager. Elle était connue pour ne porter que des vêtements américains parce que c'est un symbole de patriotisme. Et elle avait aussi ce désir, avec moins de budget, de recréer une sorte de royauté comme le roi George III qui venait de délaisser. Et quand on dit première dame aux États-Unis, on pense souvent à l'épouse, mais c'est pas que l'épouse. Des fois, c'est une femme proche du président, ça peut être sa fille, sa nièce. Mais elles ont toujours été très actives. Elles ont, la première épouse de Wilson, proposé, soutenait des propositions de loi au Congrès pour l'assainissement des tenements, donc de ces bâtiments très urbains. Donc il y a toujours eu des initiatives, il y a toujours eu des visites, tant que c'était une extension de la sphère
domestique, de la sphère féminine, de la sphère privée. Donc il faut que ça soit lié aux enfants, à l'éducation, aux pauvres, à la santé, c'est ce qu'on appelle le care. Donc oui, c'est un rôle politique, mais il faut jouer sur les mots et surtout ne pas montrer que l'on s'implique en politique ou que l'on s'intéresse à la politique parce que ça décrédibiliserait le pouvoir du président. Et donc il faut jouer sur cette tradition genrée, racisée de on joue le rôle traditionnel de la femme au foyer, mais c'est bien que ça, c'est qu'un rôle qui est défini, qui n'est pas du tout défini, qui est défini que par les personnes qui ont, par ses prédécesseurs, les personnes qui ont occupé ce rôle avant elle. Et par exemple, Hillary Clinton a par exemple poussé les limites, on peut le dire, du rôle de ce qui était perçu comme très controversé par la presse dans les années 90, mais aujourd'hui, elle a peut-être ouvert des nouvelles possibilités pour les personnes suivantes. Tu veux dire que Hillary Clinton, elle est sortie des sujets du care, familiaux, etc. Elle a essayé d'avoir un impact ou de mettre à l'agenda, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mettre à l'agenda, mais d'autres sujets, sortir de ce cadre? Alors, je ne pense pas que ce soit le problème du sujet. Le problème, c'était de son rôle un peu trop officiel. Hillary Clinton, c'est une première dame qui a son bureau dans l'aile Est, mais qui va aussi avoir un bureau dans l'aile Ouest. Ce n'est pas la première à avoir un rôle aussi actif, mais elle a participé à des réunions qui étaient censées être professionnelles sur la réforme de santé, et son rôle trop présent et trop officiel a déclenché de la jurisprudence qui aujourd'hui nomme ce qu'est la première dame. Ah d'accord, donc maintenant c'est inscrit dans les textes d'une certaine façon, son rôle? Non. C'est borné? Non, parce que la Cour a statué que ce qu'il disait, ça ne s'appliquait qu'à ce cas-là particulier, et que ça ne pouvait pas faire office de jurisprudence. Donc j'aurais pas dû dire jurisprudence. Mais la première dame a pour rôle d'aider le président. Mais la question c'est, est-ce que c'est un rôle officiel et donc elle est nommée par l'administration, ou est-ce que c'est un rôle privé? Donc toute la question était là. Et si elle avait un rôle public, si elle avait un rôle officiel, alors tout ce qu'elle avait en réunion devait être rendu public si c'était aussi avec des acteurs du privé. D'accord, ok. Et elles ont toujours eu un bureau dans l'aile Est? L'aile Est, déjà, ce qu'on appelle la Maison Blanche, c'est vraiment un bâtiment qui existe depuis début 20e. Donc ma thèse porte aussi quand même beaucoup à comprendre le rôle de ce bâtiment. Ce qui est assez fascinant. Donc, début 20e, c'est reconstruction encore de ce bâtiment. Et l'aile Est, c'est vraiment ce qu'on a après la Seconde Guerre mondiale. Elles ont toujours eu, en tout cas au 20e siècle, une ou deux assistantes qui aident avec la correspondance. Elles ont eu des East Wing, c'est ce qu'on a l'aile Est. Mais dans l'aile Est, il y a le bureau de la Première Dame, mais c'est aussi le Social Secretary, c'est-à-dire quelqu'un qui organise les dîners, le planning. Donc c'est aussi tous ceux qui sont en charge de la résidence, qui sont en charge de toutes les personnes qui vivent dans la résidence exécutive, et qui sont en charge de tout ce qui est social, invitation. Donc oui, historiquement, on va dire que de plus en plus, c'est leur bureau. D'accord, elles ont toujours eu au moins un endroit où elles doivent se tenir pour exercer leurs responsabilités à l'intérieur de la Maison Blanche, on va dire. Faire la décoration, les choses comme ça. On se rappelle, enfin je sais pas si les auditeurs se rappellent de Melania Trump avec les décorations de Noël qui disait que ça la saoulait de faire la bobonne et de décider les décorations ou comment on met le sapin de Noël. Elle avait été, je crois que c'est des journalistes qui avaient capté cette image d'elle où elle se plaignait de ce rôle de décoratrice d'intérieur, quoi. Oui, mais c'est exactement ça. Et puis il y en a qui comparent leur rôle à prisonnières, et c'est vrai, elles peuvent pas ouvrir les fenêtres, elles peuvent pas sortir sans être photographiées, et par contre elles sont obligées, quand elles arrivent, de refaire la décoration. Attention, c'est sur des fonds privés, et refaire la décoration que des quartiers privés à l'étage, mais elles sont obligées de recréer, de recommander toute une nouvelle vaisselle. Il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, datées. Ok. Des traditions ritualisées, quoi. Enfin, des rituels auxquels on ne peut pas couper, quoi, d'une certaine façon. Parce que sinon, ça serait vu comme, je sais pas, comme une rupture de la tradition présidentielle. Je sais pas si on peut dire ça. Ça serait mal vu. Exactement, oui, c'est un rôle extrêmement genré, mais de femme blanche, et il faut jouer le rôle de la femme au foyer. Et ça fait une petite centaine d'années qu'il y a, par exemple, cette tradition de la vaisselle. Et les premiers à dire « on ne le fait pas », c'est le second mandat de Trump.
C'est les premiers à dire Melania Trump ne fera pas ça parce qu'elle n'a pas le temps. Comme Jill Biden était la toute première à travailler en étant à la Maison-Blanche. C'est vrai, elle était professeure à l'université, c'est ça, Jill Biden, c'est ça? Ce qui est possible sur Zoom quand c'est 2 heures par semaine. Oui. Oui. Parce que sinon, il y a toute la question de... De sécurité. Oui, c'est ça. Mais je crois que c'était Michelle Obama qui était chez Hélène DeGeneres qui disait qu'un jour elle avait voulu sortir aux abords de la Maison Blanche parce que c'était, je sais pas, la loi sur le mariage gay ou je sais plus quel événement, mais un événement vraiment marquant de la politique américaine. Et donc elles se sont fait choper avant de, parce qu'elles y allaient incognito entre guillemets avec Malia et Sacha ou juste Malia ou je me souviens plus l'une de ces filles et elles sont tellement surveillées qu'elles se sont fait choper au dernier moment et qu'on leur a dit bah mais madame c'est pas possible d'aller célébrer comme ça dehors. Oui, donc la prisonnière on voit bien que c'est un peu compliqué quand même d'avoir de la liberté de mouvement quoi on va dire, ce qui est un peu normal aussi. Oui, c'est exactement ça. Il me semble qu'elle en parle aussi dans Becoming. Et il y a aussi des problèmes de sécurité même dans le jardin, dans le South Lawn. Les Obama ont quand même quelqu'un qui a gravi les barrières et qui est arrivé à rentrer dans la Maison Blanche dans le but d'assassiner peut-être quelqu'un de la famille des Obama. Pareil, quelques jours après des coups de feu, ils ont trouvé une balle qui était un trou de balle qui avait été dans une vitre et une femme de ménage a trouvé une balle dans la résidence privée des Obama. Donc il y a aussi vraiment cette question du danger qui est permanente. Tu disais tout à l'heure, tu as utilisé, quand tu parlais du rituel, de la tradition à la Maison-Blanche, tu disais qu'on doit jouer le rôle de femme blanche. Et justement, c'est une de mes questions, c'est qui la première dame? Je veux dire, au niveau racial, entre guillemets, au niveau de qui elle est, son niveau d'études, son niveau social. Traditionnellement, c'est qui? Parce qu'on sait qu'avec Michelle Obama, les choses changent, et puis c'est la première afro-américaine à arriver à ce poste, à cette fonction, on va dire. Donc, c'est qui traditionnellement les premières dames? Comme il n'y a pas de texte, la première dame, c'est traditionnellement une image dans l'imaginaire collectif qui probablement est inatteignable et qui a été forgée par toutes les personnes qui ont occupé cette institution, cette fonction au précédent. Et donc ce sont toutes des femmes blanches, des femmes, déjà, on sait très bien que c'est genré, mais on oublie que ce sont des femmes blanches, généralement de la classe moyenne, voire supérieure, qui sont toutes dans un couple hétérosexuel. Donc il y a énormément de critères que l'on oublie parce que ça semble peut-être évident pour les Américains. Hillary Clinton disait qu'on s'attendait à ce qu'elle abandonne sa carrière pour devenir femme au foyer, et elle critiquait ça dans les années 90. Il faut savoir que les femmes noires, historiquement, on oublie qu'elles n'ont jamais eu ce choix. D'abord mises en esclavage et ensuite en tant que domestiques, elles ont toujours été forcées de travailler et d'être le premier soutien financier de leur famille. Donc cette question ce rôle de femme au foyer, c'est quelque chose, même Michelle Obama le dit dans Becoming, c'est quelque chose qu'elle voyait seulement dans les séries télévisées. De femmes qui habitaient dans les banlieues. C'est quelque chose c'est un rôle d'hôtesse, pareil. Quand je dis un rôle d'hôtesse, c'est un des rôles principaux demandés de la première dame, c'est accueillir à dîner les dignitaires étrangers, par exemple. Et c'est une des fonctions attendues de première dame. Ça, c'était un rôle qui était rendu possible par l'épouse blanche, parce qu'il y avait de nombreux domestiques. Et donc l'arrivée de Michelle Obama entraîne un renversement de situation, un renversement de pouvoir symbolique, parce que c'est maintenant elle qui représente symboliquement l'épouse de la nation ou la mère de la nation, et donc une femme noire dans un rôle historiquement qui a été oppressed, je cherche le mot. Monopolisé par des femmes blanches ou incarné que par des femmes blanches Oui, voilà, c'est ça, ou subalterne, on peut dire. Okay. Et puis, c'est aussi une femme noire qui vient d'un espace politique, alors que quand on pense aux femmes noires visibles dans les médias aux États-Unis, c'est Oprah, c'est Beyoncé, c'est l'industrie du divertissement ou c'est le sport. Et donc, non seulement ce rôle est censé cristalliser les attentes sur les femmes blanches, et là ça ne fonctionne pas parce que c'est une femme noire, elle a tout à réinventer, mais elle est contrainte énormément par ces attentes
qui sont contradictoires, et elle ne doit surtout pas rejouer ou jouer un stéréotype. Mais en même temps, si elle joue bien ce rôle, ça lui donne une plateforme pour donner à voir une nouvelle image positive des femmes noires, des familles noires aux États-Unis, qui sont très peu représentées de manière positive dans la culture populaire. Dans tes documents que tu m'as envoyés aussi, elle vient. Ce qui change aussi, c'est qu'elle vient d'un milieu plutôt modeste. Exactement, oui, oui. Et que elle est aussi, c'est une brillante avocate. Enfin, elle a sa carrière aussi, contrairement à d'autres femmes de présidents précédents qui étaient vraiment femmes au foyer. En fait, c'était même pas se mettre femme au foyer en devenant première dame. C'était juste leur job, quoi, d'être femme au foyer. Alors que là, c'est une avocate brillante qui vient de Princeton et d'Harvard, qui a fait toutes ses études dans ces superbes universités. Donc là, c'est carrément, et qui avait des hautes fonctions à Chicago, je crois à l'hôpital de Chicago, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Donc c'est totalement une nouvelle dynamique, quoi. Alors oui, pour retracer un peu l'histoire des premières dames, il y en a beaucoup qui ont été... il y en a une qui était sismologue, il y en a Hillary Clinton était avocate. C'est un peu, on va dire, raccourci. On oublie vite qu'elles ont eu un emploi, mais justement, il ne faut pas le dire. Et oui, cette histoire de classe extrêmement importante, parce que Michelle Obama vient d'une famille de la classe ouvrière, une famille... Ils ont quand même une mère au foyer, mais ils vivent dans une seule chambre. Mais après, elle a fait de grandes études. Donc, pendant la campagne, elle est catégorisée d'élitiste parce que, justement, elle a fait des études à Princeton, à Harvard. Donc, il n'y a rien qui va. Soit elle est un peu trop classe ouvrière, et dans ces cas-là, ça renforce les stéréotypes du black ghetto, comme elle écrit. Soit elle est trop élitiste. Donc, dans tous les cas, elle sera critiquée pour ce qu'elle fait, mais elle sait qu'elle veut rendre, en tout cas, ce que les Obama souhaitent, c'est rendre la Maison-Blanche accessible à tous, et c'est autant accessible aux Africains-Américains qu'aux personnes défavorisées. Et donc, quand Obama se lance dans sa campagne présidentielle, donc vers 2007-2008, c'est ça? Enfin, avant la campagne présidentielle de 2008, comment elle est perçue, Michelle Obama, comme la personne à côté de son mari? Comment ça se passe pour elle ces premiers temps où, mine de rien, elle est obligée d'être médiatisée, on va dire? Comment est-ce qu'on la perçoit? Comment on la perçoit tous les deux, et elle en particulier? Mais je pense qu'en 2007, on la perçoit peu. Elle fait une de magazine, quelques entretiens. Elle devient de plus en plus visible à partir de décembre 2007, donc toute la primaire démocrate de janvier 2008 à juin 2008. Et quand elle parle devant des petits groupes, des lieux qui ne sont pas télévisés, médiatisés et très peu suivis par les journalistes, ça se passe très bien. Le problème, il commence à être quand c'est un large auditoire, quand c'est télévisé, et surtout quand des extraits de ses propos sont extrêmement déformés et repris par tous les opposants, et par toute la presse, parfois sans le vouloir, mais de manière extrêmement racisée. Et encore plus par Fox News, donc la chaîne conservatrice américaine. Donc elle va être considérée comme une rebelle, comme une terroriste, comme quelqu'un qui n'aime pas son pays. Et certains journalistes avec qui j'ai pu m'entretenir m'ont dit que c'est parce qu'elle a, dès le départ, eu de très mauvais échanges avec la presse, qu'elle est maintenant en retrait, qu'elle n'est pas toujours en train de donner son avis dans la presse, qu'elle n'a pas forcément un lien familier avec la presse. Donc, il y a eu de nombreux faux pas à l'échelle nationale, dans les médias, printemps 2008, et à chaque fois, il y a eu une intervention postérieure des conseillers d'Obama qui ne se souciaient d'elle seulement quand il y avait un problème, quand il a fallu écrire ses discours, mettre des téléprompteurs, vérifier à quelle plateforme elle allait donner des entretiens. Et donc, il y a toute cette création début 2008, mais j'ai lu des entretiens, et c'est super intéressant parce que j'ai lu des entretiens bruts avant publication de 2007, donc printemps 2007 de Michelle Obama, et ce qu'elle dit, c'est exactement la même chose que ce qu'elle dit pendant ses 8 ans à la Maison-Blanche et ce qu'elle dit aujourd'hui. Donc ses propos n'ont pas changé. Ils ont peut-être été un peu plus lissés au niveau politique pour éviter un scandale, mais le fait qu'elle soit centrée sur sa famille, sa priorité, c'est l'éducation de ses enfants. Ses enfants, la petite, elle est en CP. Donc, si c'est 9 ans en 2007, c'est vraiment son quotidien. Et sa priorité, c'est sa famille, c'est ses enfants. Donc, quand elle se présente comme mère avant tout,
Alors oui, c'est une stratégie politique, mais ça correspond aussi totalement à ce qu'elle vit tous les jours. Mais comment t'expliques, pardon, mais moi il y a un truc qui m'a choqué quand j'ai lu le dernier article que tu m'as envoyé, où en fait on voit la création de son équipe, enfin de sa façon de communiquer, tu vois, qui évolue. Comment t'expliques que les mecs se disent premier candidat afro-américain, qui vraiment en plus rallie les foules, enfin Obama, il y avait une Oui. émulation autour de lui. Comment les mecs se sont pas dit peut-être que ça serait bien de bien tout, enfin je sais pas, de lui mettre directement dès le début des gens à disposition pour sa communication, pour être sûr de bien tout baliser parce qu'on sait pas du tout. C'est la première fois, on sait pas dans quoi on met les pieds. Tu sais, ça me paraît tellement un peu. Allez, on verra bien. Alors que tu fais le parallèle avec la Madame McCain, qui elle, bon bah les républicains, bah, c'était le concurrent d'Obama, ou directement, comme tu l'expliques dans ce texte, directement dès qu'il y avait une question qui allait pas, elle avait des sbires qui étaient là, qui arrêtaient les interviews, qui disaient non, on communique pas là-dessus, etc. Alors que tu décris une Michelle Obama beaucoup plus, tu sais, nature peinture, très accessible. Mais non, mais tu vois, genre qui est un peu laissé, genre vas-y, donne tout et puis ça va bien se passer. Justement, ce qui a cristallisé les reproches, quoi. Comment on peut être aussi oh, ben on verra. Tu vois, genre, ça me semble un peu inconscient, tu Et vois. ce qui est très intéressant avec la citation dont tu parles, c'est Sandra Soberaj-Westphal de People Magazine qui m'explique que quand le staff presse de Cindy McCain intervient pour dire non, 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 on ne pose pas cette question, en fait, la question, elle a été mal comprise parce qu'ils n'avaient pas fait leur devoir et qu'ils n'avaient pas lu les informations qu'elle avait données en amont. Alors que Michelle Obama, elle, avec cette journaliste particulièrement, elle est considérée comme authentique. Ça, c'est un mot qui revient énormément. C'est un peu la marque Obama. On est authentique. Depuis le départ en 2007 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas une intervention spécifique avec cette journaliste. Mais c'est plus une intervention. On fait attention déjà de ne plus faire des entretiens avec un journaliste politique qui pourra peut-être poser des questions politiques, des questions pièges, ou même une interview avec ce journaliste ou avec cette chaîne télévisée, ça sera perçu de manière politique. Donc ils essayent au maximum d'éviter ça, mais ça je pense qu'ils l'ont compris avec les problèmes de la campagne. Et les problèmes de la campagne, c'est Michelle Obama qui voyage avec seulement 2 assistantes. Et est-ce que c'est des questions de temps ou est-ce qu'ils n'avaient pas encore compris comment ça fonctionnait ou ils n'avaient pas une stratégie en commun? Mais en fait, elle campagne de son côté. Pendant les primaires démocrates, elle campagne de son côté et il n'y a pas vraiment de... Mais elle n'a pas un briefing tous les jours. Déjà, elle travaille à côté et puis il faut gérer les enfants. Et il y a pas, elles sont pas au, Elle a pas de média training avant de commencer, quoi, avant d'être première dame. exactement. Et ils savent pas aussi, ils savent pas où en est la stratégie de campagne et cette semaine, quel est le groupe démographique à qui on doit parler. Donc il y a un manque d'intégration, il y a un manque de communication entre ces deux parties de la campagne. Si c'était à refaire, j'ai bien compris qu'ils le referaient différemment. Mais pendant la primaire, c'est encore juste l'épouse d'un des candidats. Il y avait encore les Clinton. Et vraiment, quand on lui donne 8 personnes, dont directeurs de politique publique, dont des personnes qui seront quotidiennement au siège à Chicago, c'est juste avant de rentrer dans la campagne présidentielle en juin 2008, c'est aussi un budget pour prendre son propre avion. Et prendre son propre avion, ça veut dire pas être stressé de passer la sécurité, pas être toujours en train de courir, faire son maquillage dans les toilettes de l'aéroport. Donc ça veut dire aussi être moins stressé. Et si on a plus de budget, c'est aussi qu'on a quelqu'un pour s'occuper des enfants. Parce que toute l'équipe de campagne d'Obama, de Michelle Obama, pendant la campagne de 2008, une partie de leur travail, c'est de gérer Sacha et Malia Obama. C'est de gérer, elles vont être à tel hôtel, avec tels amis, avec telle organisation. Et en fait, ils organisent la colonie de vacances tous les week-ends. Donc c'est une organisation en plus euh, qui est gérée par l'équipe de Michelle Obama. Ok. Et on a compris, donc il y avait eu des faux pas. Oui. Et aussi une lecture du discours de Michelle Obama de façon très racisée.
hein, bien évidemment, on essaye Voire raciste, oui. de déformer, oui, voire raciste, et déformer pour la faire passer pour ce qu'elle n'est pas, etc. Quand à ce moment-là, quels sont les stéréotypes qu'il y a autour d'elle? Comment la presse essaye de la faire passer? Et puis qu'est-ce qui est rattaché comme comportement aux femmes afro-américaines aux États-Unis? Comment elles sont perçues en règle générale? Il y a plusieurs stéréotypes qui existent. Celui qui est vraiment accolé à Michelle Obama, un de ceux en tout cas qui est vraiment accolé à Michelle Obama au début de la campagne, c'est celui de la femme noire en colère, agressive, castratrice, la matriarche, qui est toujours en train de se plaindre, qui n'est jamais satisfaite, qui peut être violente. Et ça, quand on connaît ce stéréotype, regardez des séries américaines aujourd'hui, c'est vraiment flagrant, cette catégorisation des femmes noires. C'est ça, la angry black woman, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Et donc Michelle Obama qui fait des remarques sur son patriotisme, de suite, on dit qu'elle n'est non patriote, qu'elle est agressive, qu'elle est rebelle. Donc angry black woman. Mais il y a d'autres stéréotypes qui existent et Michelle Obama, je pense, en a conscience parce que c'est ses études, c'est sa culture et elle veut vraiment les éviter. Il y a celui de la mamie. La mamie, c'est la femme obèse à la peau noire foncée, d'autant on emporte le vent, qui est là aux petits soins pour l'éducation des enfants blancs, mais qui va délaisser ses propres enfants. Et c'est pour ça aussi que la rhétorique de Michelle Obama en disant « ses enfants en premier, ensuite on verra », ça contredit ce stéréotype qui avait été filé par Ronald Reagan dans la campagne de 80 en disant... en nommant les welfare queens, la reine des allocs, et en nommant spécifiquement une femme du quartier sud de Chicago, d'où Michelle Obama est issue, en disant qu'elle ne travaille pas, elle est lazy, et qu'elle a de nombreux enfants, et qu'elle vit juste des allocations de l'État. Donc il faut absolument contrer aussi ce stéréotype de femme noire isolée, qui n'a pas d'époux, qui a de nombreux enfants, qui ne travaille pas. Mais en même temps, son rôle d'épouse dans la campagne doit être traditionnellement blanc et donc pas forcément mettre en valeur sa carrière qui peut paraître menaçante. Et en même temps, ne pas paraître, un autre stéréotype encore, hyper sexualisée, séductrice, qui est là pour séduire tout le monde. C'est plutôt effrayant, je trouve. Mais c'est à ça que ça sert, la recherche, à déconstruire tout ça qui malheureusement... et souvent dans l'inconscient des Américains, voire des populations. C'est pas quelque chose... Quand on le nomme, on le voit. Mais si on ne le nomme pas, c'est plus difficile à détricoter. Ouais. Et donc, à quel moment l'équipe Obama, en règle générale, se dit va falloir se focus sur la communication de la première dame, enfin mettre des efforts supplémentaires et faire en sorte en fait de revenir un peu sur les petites fautes de parcours qui a eu lieu avant l'élection. Quand est-ce qu'ils font un espèce qu'ils prennent un tournant pour essayer justement de répondre sans vraiment les adresser? Tu m'arrêtes hein, si je me trompe, mais j'ai l'impression que jamais Michelle Obama s'est dit non mais je suis une femme noire mais je suis pas comme ça. Enfin tu peux pas communiquer comme ça, mais faire en sorte de montrer de mettre à bas les stéréotypes mais sans vraiment les adresser. Quand est-ce que se fait ce tournant où on se dit il faut mieux communiquer, il faut bosser là-dessus quoi? Je me dis que ça a toujours été une conscience accrue, mais faute de temps, d'argent, de budget, c'était pas quelque chose qui était possible à mettre en place. Et ce qu'il faut savoir dans les primaires démocrates, c'est que l'important, c'est de gagner dans chaque État. Donc c'est de la communication au niveau de l'État. Quand on bascule dans la campagne présidentielle en juin 2008, là, l'important maintenant, c'est de battre les républicains, c'est de communiquer à l'échelle nationale. Donc ça a été énormément perçu par les journalistes, par les chercheurs, mais d'un point de vue extérieur, de commentateurs, tout le monde a une impression dessus, mais personne met des mots dessus. Qu'en juin 2008, il y a un vrai travail de make-over. Et plus j'avance là-dessus, plus je me rends compte que c'est à nuancer. Donc effectivement, il y a une évolution au printemps 2008. Elle va porter des petits gilets J. Crew.
J'aime bien J. Crew, c'est un peu l'équivalent peut-être de Monoprix. C'est accessible, mais c'est un peu plus Oui, un peu plus, classe voilà, c'est ça. supérieure. Euh, c'est aussi très domestique, ça fait pas peur. Donc des gilets, des petites robes, c'est coloré. Donc la façon dont elle s'habille, là où elle va faire des interventions télévisées, des interventions dans la presse, c'est sûr qu'il y a une vraie offensive dès juin 2008, mais ça correspond aussi à l'entrée dans la campagne. Donc c'est un moment où il faut se représenter à l'échelle nationale, convaincre les républicains, convaincre ceux qui votaient Clinton, les femmes principalement. Voilà, donc il y a une offensive à ce moment-là. Il y a peut-être un lissage sur certains propos. Je vois quand elle parle de manger sainement, alors que dans des endroits moins couverts par la presse, on parlait de manger bio. Ça, en 2008, bio, ça pourrait être un petit peu controversé. Donc le jardin à la Maison Blanche est bio, mais on le dit jamais. On dit que c'est frais, c'est sain, parce que c'est des vocabulaires qui est moins controversé, moins partisan, moins politique même. Euh, et puis, je pense qu'il y a beaucoup plus d'entraînement et de préparation en amont d'une intervention télévisée. Et quand il y a des remarques par la presse sur des questions sur son patriotisme, la secrétaire de presse coupe court en disant il y a plein de choses positives dont on doit parler, ça, on l'a déjà couvert, on n'y répondra pas. Donc quand elle aborde ce sujet, c'est toujours volontairement qu'elle aborde ce sujet pour réinstaurer, rappeler qu'elle est patriote, rappeler qu'elle apprécie Laura Bush. Ça, c'est un petit move assez... une tactique assez intéressante qu'elle n'a pas inventée, de rallier tout le monde à la cause en montrant qu'elle n'est pas partisane, elle est juste là pour défendre son mari et approuver le caractère positif de son mari. D'accord. Et j'ai lu dans les documents que tu m'as envoyés que quand Obama devient président, elle adopte la communication des autres premières dames. En fait, elle fait comme elle. Et c'est vrai que moi, je trouvais ça intéressant de passer d'avocate brillante à Chicago, etc., à mom in chief, donc mère en chef. Comment parce que c'est un peu comment dire, je trouve ça dommage, moi personnellement, hein, non, mais je veux dire, bah non, quand même, on a une femme brillante tu sais, à la tête, enfin voilà. Comment t'expliques ça, ce choix en fait de coller à ce qui a toujours été fait et justement de pas prendre le contre-pied et de rester dans les valeurs traditionnalistes qu'il y a toujours eu à la Maison Blanche, la famille et l'image que renvoie la famille présidentielle, comme les Kennedy avec 2 enfants à la Maison Blanche, tout ça. Pourquoi elle prend ce parti-là de choisir cette stratégie de communication? Comme elle le dit dans ses livres, c'est les premiers noirs à la Maison Blanche, donc ils n'ont pas le droit au faux pas. Et sa priorité à elle, c'est que le président réussisse à faire son travail et qu'il soit réélu en 2012. Donc Michelle Obama, elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut. Donc dès le départ, ils n'ont pas le droit de créer un scandale en changeant tout. Déjà, c'est les premiers noirs, c'est énorme ce qu'ils ont changé. Donc il faut changer les choses petit à petit de l'intérieur. Donc il faut jouer le rôle pour réussir à le modifier. Parce que si elle ne joue pas ce rôle, dès le départ, on ne la considérera pas comme une première dame, on ne lui apportera pas cette crédibilité, cette légitimité, et donc elle ne pourra pas utiliser ce rôle pour être porte-parole d'autres sujets. Et Michelle Obama est avocate de formation, mais ça fait une dizaine d'années qu'elle n'est pas avocate. Elle est cadre dirigeante de l'hôpital de l'Université de Chicago, qui est un très gros hôpital. Elle est vice-présidente of Community Affairs. Donc c'est ce qu'elle va mettre en place à la Maison-Blanche, c'est des choses qu'elle avait déjà mises en place à l'hôpital de Chicago, c'est-à-dire une ouverture aux populations autour, sachant que Washington DC, il y a une forte population d'Africains-Américains qui n'ont jamais visité. En plus, ces personnes n'ont jamais eu accès à la Maison-Blanche, n'ont jamais été invitées. Donc ouvrir les portes de la Maison-Blanche, comme elle l'a fait à l'hôpital de Chicago, qui est placé à côté des quartiers sud de Chicago, donc quartier défavorisé, c'est ce qu'elle va organiser à la Maison-Blanche correspond en fait à l'organisation avec une autre étiquette vue de l'extérieur, mais en interne, ça correspond à son ancien travail. Et ce qui est assez intéressant, et je pense que ça sera une partie importante de la thèse,
c'est que ses employés considèrent que Michelle Obama a conscience de leur temps. Que les politiciens passent leur temps à parler et ils prennent le temps de tout le monde et tout est centré sur eux, alors qu'elle, elle vient d'un monde d'entreprise où le temps des gens a de la valeur et il faut être efficace et elle sait prendre des décisions. Et donc, son parcours avec des convictions, on peut dire politiques et des convictions personnelles, mais aussi son parcours en entreprise, de cadre dirigeante d'entreprise, fait que elle sait gérer son équipe et son équipe est très bien dirigée. Ok. Est-ce que c'est obligé pour une première dame d'avoir des sujets sur lesquels elle se positionne? Par exemple, tu as parlé tout à l'heure du jardin bio, de la Maison Blanche et de tout ce qu'elle a fait au niveau de l'alimentation. Donc avec c'est Let's Move. Et elle a un deuxième projet, c'est Joining Forces. Qu'est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce qu'en tant que première dame, on est obligé de se saisir d'un sujet pour montrer qu'on fait des choses, je sais pas, c'est traditionnel ça? Ça a l'air de l'être. C'était peut-être moins institutionnalisé il y a 100 ans, mais aujourd'hui, oui, c'est une attente. Melania Trump en avait un, et quand Nancy Reagan, dans les années 80, n'en avait pas, pour lui recréer une image, ils ont construit de toutes pièces une campagne qui s'appelait Just Say No, qui était contre la drogue, qui correspond exactement à ce que son époux président, Ronald Reagan, faisait au niveau politique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque initiative, au singulier ou au pluriel, des premières dames, est toujours une branche de la politique principale de l'administration. C'est-à-dire que Let's Move, c'est juste une façon un peu moins partisane de lier à la santé, et quand la réforme de santé est la réforme principale de l'agenda de l'administration Obama. Et j'ai l'impression quand même que Michelle Obama a choisi des causes qui lui plaisaient pour les défendre, et elle disait toujours qu'elle avait un projecteur et qu'elle n'a pas de pouvoir, elle n'a pas de budget, mais elle a le seul pouvoir qu'elle a, c'est de mettre en projecteur des personnes ou des causes qui l'intéressent. Et donc, Let's Move, c'est aussi une question d'obésité, obésité infantile, qui est un problème qui touche en grande partie les populations africaines-américaines et une grande partie aussi des populations défavorisées. Et donc, c'est un choix de se porter sur ces populations, mais ça ne peut pas être dit aussi clairement. Une journaliste me disait qu'ils ont créé de nombreuses sous-sections. Let's Move Latino, Let's Move Native Americans. Mais par contre, il n'y a pas Let's Move African Americans pour éviter les critiques. Au sein du bureau de la Première Dame, il y a toujours 3 ou 4 personnes qui sont spécialistes des politiques publiques, qui travaillent au sein de la Maison-Blanche à la mise en place de ces initiatives, donc qui échangent avec le personnel du président, qui échangent avec les autres agences pour réussir à accomplir quelque chose. Parce que la Première Dame, qui n'a pas de pouvoir, n'a pas de budget, la seule chose qu'elle peut faire, c'est demander de l'aide à ces agences pour défendre ses causes. Donc Let's Move demande généralement de l'aide pour organiser des événements, demande le soutien de USDA, donc le département de l'agriculture ou le département de l'éducation. D'accord. Et Joining Force, ça porte sur quoi? Joining Forces, c'est sur les familles de militaires et sur les vétérans. Et la création est peut-être un peu moins ouvertement proche d'une politique officielle de l'administration Obama, mais Obama a fait campagne contre la guerre en Irak pour retirer les troupes. Et donc c'est une suite logique à ça. C'est aussi les militaires, l'armée, c'est une institution qui est en général favorisée par les républicains, donc il y a aussi une stratégie de réélection. Et c'est aussi un moyen de travailler avec Jill Biden, puisque son fils est engagé dans l'armée, donc de la mettre elle aussi en valeur. D'accord, c'est important de mettre en valeur la deuxième dame, la seconde, comment on dit pour la femme du vice-président, c'est la seconde... Second lady. Ah, la second lady, ok. C'est important de la mettre en valeur ou... C'est un choix. Le vice-président, mis à part être le président du Sénat, il n'a aucun pouvoir. Et le vice-président, avant... LBJ, dans les années 60, il n'avait même pas de bureau à la Maison-Blanche, il avait un bureau au Sénat. Donc il y a une augmentation de la visibilité du vice-président à la fin du XXe,
Mais depuis vraiment les années 90, la première porte-parole de l'administration, c'est la Première Dame. Les Américains connaissent le nom de la Première Dame, connaissent son visage, mais ils ne connaissent pas forcément le nom de leur vice-président, et encore moins le nom du président de la Chambre. Mais donc, est-ce que... On sait qu'Obama et Biden, le président et le vice-président, étaient proches, et que Obama a tout fait pour inclure... Ben, ils ont fait tout... C'est ça, ils ont fait toute une Oui. communication un peu de bromance. Il y a des montages qu'on peut trouver sur YouTube. Je le mettrai dans l'article qui te sera consacré, mais c'est génial, quoi. Enfin, c'est drôle, c'est rigolo, ça tourne. Enfin, je sais pas, j'ai pas d'exemple de couple politique qui a été mis ainsi en scène, tu vois, dans tous les couples, voilà, présidents et tout ça qu'on connaît. C'était vraiment... Oui. C'était C'est drôle, super quoi. drôle, ça montre aussi les qualités de communication et surtout les qualités de l'équipe digitale de l'administration Obama. Mais Michelle Obama et Jill Biden ne sont pas de la même génération et elles sont peut-être moins proches. Tous les journalistes avec qui j'ai échangé me disent qu'elles n'étaient pas du tout proches. Et donc c'est aussi un moyen de la mettre en valeur et de montrer, de ne pas créer des rumeurs peut-être. Et puis c'est aussi peut-être potentiellement une future première dame. Donc c'est bien qu'elle soit connue. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander. J'allais te demander, est-ce que on peut peut-être supposer par là, par une telle mise en avant, qu'il y avait déjà, Biden avait déjà dit que peut-être il voudrait se présenter. Bon, ça serait faire des suppositions, mais ça peut aussi... on peut pas analyser comme ça, on ne sait pas. Ou peut-être qu'un jour ça sera révélé, mais peut-être que c'était une façon de commencer à faire sa campagne d'image pour le faire connaître au monde, quoi, et aux Américains. Oui, c'est bien possible. Mais il y avait un accord que Hillary Clinton serait la prochaine ah oui, candidate. candidate. Ok, ouais. Bon, alors malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle a quand même reçu 2,8 millions de voix de plus que Trump voilà. en 2016. Mais comme nos éditeurs le savent peut-être, ce n'est pas une démocratie directe, donc c'est des grands électeurs qui choisissent et pas la population directement. Ceci expliquant cela. Non, mais pour la petite analyse, que ce soit en 2008, l'équipe de Clinton en 2008 à la primaire 2008 faisait campagne pour les gens, le vote des électeurs et pas pour calculer le nombre de délégués qu'ils obtiendraient. Et c'est exactement la même erreur qu'ils ont refait en 2016. Donc il y a vraiment c'est très critiquable l'organisation des différentes campagnes Clinton qui n'ont jamais compris comment on gagne une élection. Ok. Et concernant Michelle Obama, tu dirais que c'est qui choisit sa communication? Est-ce que c'est elle avec son équipe où elle se dit, parce que Let's Move et Joining Forces, donc ça sert un peu la politique de son mari, la politique de l'aile ouest, c'est un peu en lien, mais on peut pas le dire comme ça, etc. Est-ce que tu dirais que c'est son équipe et elle-même qui choisissent, ou c'est quand même l'aile ouest qui fait redescendre des sujets en lui disant « Ah, ça serait sympa que peut-être tu te focuses là-dessus pour appuyer nous ce qu'on va mettre en place, mais de façon discrète entre guillemets », ou elle a quand même une marge de manœuvre dans sa communication, ce qu'elle a montré au monde. Mais justement, c'est tout l'intérêt de la thèse. Je creuse encore. Il y a différentes échelles d'échange. Il y a d'abord une échelle personnelle et on ne sait pas ce qui peut se dire entre le président et la première dame sur un point de vue personnel. Ensuite, on sait que au niveau de la communication, il y a un but à long terme et après, il y a un but à court terme d'organisation quotidienne. Il y a forcément des discussions avec... Et beaucoup plus que ce qui est dit dans les médias, donc des discussions avec l'administration, clairement en disant on va réussir à mettre en avant les idées que vous voulez. Donc Let's Move a forcément été pensé en amont pour être en lien avec la politique de santé. Mais ils ont l'air d'avoir une certaine... il n'y a pas assez d'employés pour leur dire quoi faire en fait. C'est à eux de décider à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que c'est notre but, à quoi ça va ressembler, et ensuite... au quotidien, quel programme télévisé on contacte pour qu'ils nous aident à organiser quelque chose parfois, parce que c'est soit les agences, soit les privés qui ont de l'argent, c'est pas le bureau de la première dame, ou qu'on fasse un caméo dans leur série télévisée, sur leur plateau télé, qu'on participe à tel talk show, qu'on donne telle interview. Donc c'est quand même
son équipe qui décide à quoi ça ressemble, même si je suis sûre que les grandes lignées ont été construites de manière conjointe. Est-ce qu'il y a des sujets dont elle parle jamais? Des trucs qui pourraient paraître, où on pourrait se dire, c'est obligé, elle va parler de ça, et en fait, des sujets qui paraîtraient évidents qu'elle n'aborde pas, et des sujets qui, elle suit la tradition, elle n'en parle pas parce que c'est la première dame et c'est pas son rôle. Je pense que la première chose dont elle ne parle jamais, c'est de politique. Ça, c'est sûr. Elle ne parle jamais de politique, elle ne parle jamais de telle personne va se présenter, à moins qu'elle soit en campagne dans les midterms ou campagne en réélection. Sinon, elle évite absolument de prendre position, tout ce qui pourrait être retourné contre elle. Donc si jamais elle prend position sur quelque chose, je crois que c'est en 2014, elle va prendre position contre les armes à feu, ou voilà, si elle prend position, c'est que ça a été discuté en amont et c'est quelqu'un qui sait prendre des décisions. Donc si elle a pris position, c'est que ça a été discuté en amont avec son équipe de communication. Par contre, si on lui pose une question, un journaliste lui pose une question politique, elle répondra pas. Donc ça, c'est assez intéressant si elle fait un choix, c'est qu'elle en a discuté en amont, ça a été vraiment contrôlé. Et après, j'ai écrit un article récemment sur ses cheveux, et c'est assez... Ah bah justement, parlons-en. Elle n'en parle pas. C'est vraiment un sujet qu'elle évite, c'est cheveux noirs. Ouais. Ah oui, bah justement, c'est la suite de mes questions, parce que dans tous les documents que tu m'as envoyés pour préparer cette interview, tu parles du fait d'avoir une image le moins en décalage possible. Et donc, j'avais oublié, j'avoue, cette affaire, le Sleevegate. En fait, c'était en rapport avec... Enfin, on est sur des considérations complètement folles. Voilà, c'était ces bras qui étaient trop athlétiques, c'est ça? Ou il y avait un truc comme ça? Il y a tout et n'importe quoi. Il y a eu de très, très, très nombreux scandales, des faux scandales sur Barack et sur Michelle Obama pour un rien. Et si on repart en arrière, de nombreuses premières dames ont porté des robes sans manches, Jackie Kennedy la première. Donc cette obsession pour les bras de Michelle Obama, oui, ça tient à son corps parce qu'elle est grande, elle est musclée, mais il faut arrêter, c'est surtout parce qu'elle est noire et que c'est un corps noir dans un lieu historiquement réservé aux Blancs, qui s'appelle la Maison Blanche, c'est pas anodin. Et donc elle entraîne une sorte de fascination négative mais aussi positive par les médias pour tout ce qu'elle fait, tout ce qui est visuel, pour tout en fait. Ça devait être très fatigant. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle a adopté les petits cardigans, quoi. Probablement parce que les tailleurs, le tailleur gris faisait beaucoup trop corporate. Et si ça fait entreprise, ça fait quelqu'un qui a fait des études ou qui peut prendre des décisions, et ça peut être menaçant. D'accord. Parce que, et concernant ses bras, je sais que même, tu sais, quand elle allait chez Ellen DeGeneres pour faire... alors, je le dis pour les auditeurs, je parle beaucoup d'Ellen DeGeneres parce que j'habitais au Canada, donc je suivais au moment de la présidentielle Obama, et donc je regardais en direct les émissions de Ellen DeGeneres, où quand elle venait faire la promotion de Let's Move, tu sais, à un moment donné, elle a fait une série de pompes sur le plateau. Et moi, je disais, c'est génial avec ça. Mais je me dis, j'imagine, c'est les gens, il y avait déjà eu un problème avec ses épaules. Si on la voit faire, ça a dû être, elle était quand même un peu en décalage. Même si elle essayait d'avoir une stature et une image le plus lisse possible, on va dire. C'est intéressant, j'y réfléchirai. Moi, je vois surtout que elle veut se rendre accessible. Donc, elle veut montrer une image de quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, qui est compétitive, parce que c'est comme ça qu'elle est. Mais donc, faire des pompes, c'est aussi... Michelle Obama fait énormément de lead by example. Elle montre pour que ça soit reproduit derrière. Et c'est aussi, rhétoriquement, c'est un style politique très féminin de dire... De faire des choses ou de parler de son histoire personnelle, et que le public, par induction, tire des conséquences politiques. Donc dire aux gens il faut faire des pompes, ça serait très mal vu. Par contre, faire des pompes... Regardez, moi je le fais, donc et c'est facile et on y va en musique. Voilà, c'est ça. On le fait, et donc on montre que c'est accessible, que c'est fun, et donc on montre un exemple qui sera peut-être reproduit par la suite. Comme quand elle danse dans le jardin de la Maison Blanche avec plein de petits-enfants.
sais, je crois qu'elle faisait aussi bah, de la gymnastique, en fait, Oui, du entourée hula hoop. d'enfants, avec tous les enfants qui la suivaient et tout ça. Ouais, tu te dis, ah ouais, d'accord, c'est... Mais c'est toujours pareil. Tu sais, moi, je verrais pas Brigitte. Mais c'est génial. Mais tu sais, t'imagines Brigitte Macron, t'imagines pas. En fait, donc tu te dis, ouais, c'est vraiment. Non, mais tu vois, c'est un décalage où, en fait, moi, j'y vois que de la fraîcheur, quelque chose, tu sais, qui amène, ouais, bah, comme tu dis, l'accessibilité, mais au maximum, quoi. C'était C'est une leur but. personne comme nous, tu vois, qui est pas dans l'élite, etc. Donc, moi, j'ai trouvé ça génial. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de trucs en décalage de ce qu'on attendrait d'une première dame, on va dire. Oui, totalement. Et elle a même fait de nombreuses apparitions télévisées, dont une dans The Biggest Ouais. Loser. Je ne sais pas si tu connais. Ah oui, ben c'est un concours de perte de poids en fait, c'est ça? Oui, mais c'en est abusif. Ils mangent presque rien, ils font énormément de sport et ça finit en chirurgie esthétique, donc c'est extrêmement malsain. Et elle a fait, je crois que c'est en 2011, elle a fait une intervention et elle les a invités pour un workout à la Maison Blanche. Et il y a eu tellement un backlash sur Twitter quelques années plus tard qu'ils ont tourné en 2013 une deuxième saison où elle apparaît, mais ils l'ont effacé au montage parce que ça pouvait pas être diffusé. Parce que ça correspond pas mentalement à l'image qu'elle essaye de renvoyer. Bah c'est ça, elle essaye d'être dans quelque chose qui est sain. Et c'est en contradiction quand même avec une télé-réalité où en fait on te fait perdre. Oui, c'est des 150 kilos que tu perds en 6 mois. Enfin, c'est un truc, Oh, même c'est pas en six impressionnant mois, quoi. je sais Les plus, oui. records qui sont. Ouais, mais c'est des records qui sont battus. Enfin bon, pour les auditeurs, je suis sûre que vous trouvez des. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver des exemples, enfin voilà, des émissions, des bouts d'émissions qui vous montrent ce que c'est l'émission, mais Et c'est très oui, c'est malsain très très malsain. Hein. psychologiquement, C'est puis très ça finit en malsain, ouais. chirurgie esthétique pour perdre du poids. Donc c'est pas le but de Let's Move, quoi. C'est se bouger et bien manger, quoi. On est un peu loin de tout ça. Mais c'est assez drôle, oui, que ce soit la deuxième fois où elle apparaît Ouais. qui a été supprimée parce que justement il y a eu toute une controverse sur Un Internet. backlash, ouais, c'est ça. Et justement, donc parlons de ses cheveux. Quand tu m'as envoyé l'article, j'étais là, ah, mais les cheveux afro. Alors, mais c'est un grand sujet, les cheveux afro. Hein. Il y a plein de recherches qui sont faites sur la perception des cheveux afro. Et c'est vrai que Michelle Obama, quand tu la vois maintenant avec ses cheveux et quand tu te rappelles de comment ses cheveux étaient pendant bah, qu'elle était première dame, s'il y a eu un changement. Enfin, elle les avait lisses. Enfin, voilà. Pourquoi ça a été un sujet directement, ses cheveux afro. Michelle Obama a travaillé pendant plus de 10 ans, même plus de 20 ans, dans un environnement d'entreprise blanc, donc elle avait déjà des cheveux lissés. Mais il faut savoir que Michelle Obama, c'est une femme noire qui a des cheveux crépus, et le cheveu noir a été historiquement réprimé, interdit, caché depuis le temps de l'esclavage. Donc, c'est arrivé en tant que première dame. Toutes les premières dames avant elle avaient des cheveux longs, des cheveux soit lisses, soit bouclés, mais pas avec une texture de cheveux noirs. Et donc c'est la toute première à avoir la possibilité de faire un choix, de le garder ou de le lisser. Et juste pour revenir en arrière, au temps de l'esclavage, avec l'exploitation sexuelle des femmes qui étaient mises en esclavage par les esclavagistes blancs, les générations suivantes avaient la peau de plus en plus claire. Ce qui fait que la texture du cheveu noir et ses boucles sont devenus un nouvel outil de discrimination contre les Africains américains descendants d'esclaves qui avaient la peau de plus en plus blanche. Il y avait même des lois en Louisiane qui forçaient les femmes noires à porter un foulard pour cacher leurs cheveux. Et en 2008, quand elle devient première dame, je vois que tu as l'air surprise, ça s'appelle les lois Tignon. Voilà. Euh, et, et donc en 2008, quand elle devient première dame, les cheveux naturels, donc pas lissés, sans perruque, sans extension, les cheveux naturels, donc ça peut être en afro, ça peut être des dreadlocks, ça peut être des tresses. Des Voilà. nattes, voilà, ouais. Et c'est encore perçu extrêmement négativement et parfois même comme une revendication politique façon Angela Davis avec son afro dans les années 70. Et donc c'est quelque chose qui est très peu connu, qui est très peu discuté, en tout cas en 2008. Peut-être que 10 ans plus tard, ça l'est beaucoup plus. Mais les Américains blancs, c'est pas leur vie de tous les jours, donc ça ne les concerne pas.
Donc c'est quelque chose qu'ils ne savent pas et qui n'ont pas forcément, qui ne le regardent pas en fait. Et donc si Michelle Obama avait porté ses cheveux au naturel, que ce soit avec des tresses ou autrement, ça lui aurait coûté beaucoup moins cher, financièrement déjà, parce que c'est payé par des fonds privés. Et que je rappelle, elle n'a pas de salaire pour être première dame, mais ça aurait été des heures de préparation en moins tous les matins, ou 2 fois par jour. Ah oui, t'expliques. Ah ouais, t'expliques, c'est tout Et oui, un processus, c'est toute une organisation pour être le plus et lisse c'est un, possible, en fait, dans tous les sens du le terme. plus exactement, c'est ça. Et avoir le plus lisse possible, c'est forcément porter des extensions à un moment, parce que sinon, elle aurait plus de cheveux sur le crâne, parce que ça aurait tellement grillé ses cheveux. Mais c'est aussi quand elle voyage, être obligée d'avoir toujours un coiffeur avec elle, avoir une liste de salons de coiffure qui sont recensés. Donc c'est toute une organisation que les premières dames avant elle n'avaient pas, parce que c'était pas la même chose. Et pour avoir évité à se justifier et donc dépenser un capital politique à expliquer quelque chose en vain qui pourrait être, ce capital politique aurait été utile ailleurs, et donc pas être perçue non plus comme une femme noire révolutionnaire, rebelle, terroriste, qui est un danger pour les Américains, elle explique que c'était largement plus simple de suivre ses prédécesseurs avec des cheveux lissés, alors que c'est pas naturel pour elle, et donc même avoir des extensions pour avoir toujours des cheveux qui sont considérés comme parfaits dans beaucoup de magazines. Oui. Impeccable, quoi. Ouais, parfait. Impeccable. Ça a été un sujet de tension, ses cheveux, par exemple, avec l'aile ouest ou avec son mari, ou est-ce qu'elle en a parlé un jour dans les médias, hors ses communications après, dans Becoming ou des choses comme ça. Est-ce que ça a pu être, ouais, vraiment amener de l'attention au sein du couple présidentiel ou politique, on va dire? Elle dit qu'elle en a parlé très tôt dans la campagne avec Barack Obama, donc je pense que ça a été un sujet qui a été décidé en amont d'évidemment, c'est horrible de dire évidemment, avoir des cheveux lisses. C'est pas la question des cheveux, c'est la question de quel budget, quelles ressources, et puis si elle doit voyager partout avec un coiffeur, un maquilleur, c'est aussi, plus tous les services secrets, faut justifier aussi aux contribuables pourquoi on paye le voyage de ces personnes. Et il faut justifier aussi qu'elle ne peut pas elle ne peut pas aller sur la pelouse de la Maison Blanche si ses cheveux n'ont pas été coiffés. Donc il faut prendre en compte au niveau organisationnel le temps, les personnes qui seront présentes, et les accréditations aussi des services secrets pour ses assistants en fait. Pour sa styliste, pour son make-up et pour ses cheveux, oui. Moi, il y a une question qui m'intrigue. Cette image lisse, essayer de coller le plus possible, traditionnelle, l'image de la première dame, la Maison Blanche, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose, enfin, est-ce que tu as pu voir ça dans tes recherches, c'est quelque chose qui lui a été reproché justement par les communautés racisées. Pas que afro-américains, mais ça aurait pu être les latinos, les choses comme ça, de se dire, ah, pour une fois, tu vois, on a un couple qui nous ressemble, alors qu'on n'est pas beaucoup représenté politiquement, et on est plutôt, tu vois, mis en retrait, voilà, parce que c'est un peu privilège aux blancs, aux blancs américains, etc. Est-ce que c'est quelque chose, le fait d'être le plus lisse possible et d'essayer de coller le plus à cette image un peu blanche et traditionnelle, c'est quelque chose qui a pu lui être reproché par par la communauté afro-américaine, voilà, de justement ne pas s'être assez revendiqué comme appartenant à la communauté afro-américaine. Ça se voit et ça se vit d'une certaine façon, tu vois. Mais oui, c'est très intéressant parce que, mis à part ses cheveux, c'est quand même Michelle Obama, elle dit ce qu'elle pense, promeut les causes qui l'intéressent. Donc au contraire, ce qui lui a été reproché, c'est plutôt les féministes blanches qui critiquaient qu'elle n'était pas assez féministe, parce que dans leur acceptation du terme, ça voulait dire ne pas être une mère au foyer. Donc elle a été plutôt critiquée par les féministes blanches, alors qu'au contraire, elle a tout fait. C'est pas forcément une image blanche. Ce qu'elle a montré à la Maison Blanche, c'est aussi l'image d'une épouse noire dans un couple qui n'est pas un couple monoparental, dans un couple qui fonctionne. C'est une mère d'enfants en bas âge qui s'occupe de ses enfants et qui décide de ne pas travailler tous les jours dans des événements officiels pour se consacrer à ses enfants, qui invite sa mère à vivre sous le même toit plutôt que
n'importe quelle assistante inconnue de la famille. Donc, ce qu'elle a réussi à montrer, c'est quand même une nouvelle image, bon, encore à démontrer, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être dit. C'est une image d'une famille soudée, en tout cas dont on ne parle pas des problèmes dans la presse. Et donc au contraire, c'est quelque chose de très positif, autant au niveau des représentations des femmes noires, une nouvelle façon d'être, parce que ce qui ne correspond pas aux stéréotypes, une nouvelle façon d'être aussi des familles. Donc ils ont plutôt été adorés et mis en avant et même adulés par la presse noire plutôt que l'inverse. Je dirais que par la suite, il y a des populations africaines-américaines qui se sont plaintes de l'administration, c'était plutôt la politique n'a pas fait assez pour nous. C'était plus ça la critique, c'était pas leur image était, il y avait tellement une discipline en interne qui a fait que aucun faux pas n'était possible, que ça a été une administration sans scandale, ce qui n'arrive jamais. Ben, c'est la fameuse phrase de Obama, tu sais, qui dit « Imaginez si j'avais fait ça ». Ses prédécesseurs, toutes les décisions qui ont été prises notamment par Trump, où Obama a toujours dit imaginez c'était moi, président afro-américain, qui avait pris cette décision, qui avait agi comme ça, etc. Qu'est-ce qu'on aurait dit, qu'est-ce qu'on m'aurait balancé parce que je suis un afro-américain, etc. Donc on comprend un peu la logique de se dire on n'a pas le droit à l'erreur, donc c'est comme on a un comportement presque militarisé où on ne déroge pas et on fait en sorte qu'il y ait voilà, on soit vraiment la famille comme idéale, parfaite, et il n'y a aucun scandale, quoi. Et oui, il faut savoir que ça faisait une trentaine d'années que les États-Unis sont de plus en plus polarisés politiquement. Donc ça devient une guerre culturelle, d'une haine de l'autre et d'un refus de soutien de quoi qui est proposé par l'autre camp politique. Donc polarisation politique, sociale, mais aussi il y a un politiste qui appelle ça the spillover of racialization. Donc Michael Tesler qui dit le débordement de la racialisation. Tout ce que touche Obama, et ça a été montré aussi sur Michelle Obama, est vu en des termes racialisés, et il y a une opposition qui est faite à eux parce qu'ils sont noirs. Et donc à partir du moment où l'idée vient d'eux, où touche ou tourne autour d'eux, il y a une certaine opposition. Et justement, on parlait des médias. Est-ce qu'il y a, Michelle Obama, dans sa communication, il y a des médias qu'elle a privilégiés? Parce que c'est vrai qu'on l'a vu, comme j'ai parlé chez Hélène, Oprah, on se souvient tous de Beyoncé qui fait pendant la cérémonie de... Tu sais, quand ils prennent leur poste, là, quand ils sont élus, c'est pas l'investiture, mais tu sais, quand ils ont leur danse, là, sur Etta James, Atlas, tu sais, qui danse avec Michelle. Oui, c'est le bal, un des balles après l'inauguration. C'est ça et tout, donc avec Beyoncé, donc c'est quand même voilà comment elle communique avec les stars, dans quels médias elle va principalement pour mettre en avant son image, Michelle Obama. Michelle Obama a l'air, en tout cas c'est ce qu'elle dit, de connaître la culture populaire, et elle se rend compte que la télévision est un moyen accessible pour être visible, faire passer un message, et donc elle va énormément utiliser la télévision, les talk-shows, plutôt que... elle va jamais faire un entretien dans le New York Times, ça n'existe pas. Donc très tôt, ils ont compris qu'il fallait passer par cette culture populaire, que c'était leur image. Il va y avoir aussi beaucoup d'interviews dans des magazines lifestyle, des magazines à destination des mères, des publics féminins, parfois à destination des enfants. Et donc, selon le message qu'elle veut faire passer, ils vont choisir la plateforme. C'est-à-dire que si le message, c'est les enfants, on va faire un partenariat avec Nickelodeon. S'il y a un message plus à destination des vétérans ou des entreprises, ils vont aller sur d'autres plateformes. Mais vraiment, il y a une utilisation des talk-shows culinaires aussi. Elle a écrit un livre d'ailleurs de recettes, non, c'est ça? Elle a écrit... En 2012, guess what? Il y a aussi une réélection en 2012. Elle a un livre qui est publié au printemps 2012 qui s'appelle American Grown, qui met en valeur, qui montre le jardin qui a été construit à la Maison Blanche. Ils ont construit tout un jardin ces dernières années, et donc en 2012, ils publient un livre dessus. Et c'est un livre, le livre, c'est vraiment... C'est autant un livre sur son patriotisme, sur
comment bien manger, il y a des livres de recettes, c'est extrêmement intéressant, il y a Jefferson à chaque page. Et c'est passionnant, c'est passionnant à lire avec un œil critique. Il y a des recettes de cuisine et il y a surtout énormément d'entretiens qui ont été faits avec de nombreuses personnes qui s'impliquent, qui ont créé des fermes urbaines aux États-Unis, qui se sont reconvertis pour créer des ruches. Donc, mettre en valeur autant les vétérans, autant les différentes communautés aux États-Unis, mettre en valeur tout le monde, les initiatives dans les différents États, et dans un but d'unité de la nation, de bien manger. C'est aussi bien manger, c'est bon pour je crois que c'est au tout début, c'est très Kennedy, c'est très Eisenhower, il faisait déjà ça en disant bien manger c'est important parce que si on n'est pas obèse on peut faire partie de l'armée et donc c'est une question de sécurité nationale. Ah oui, ok. C'est présenté comme ça au tout début. Ah oui, d'accord. Mais avec des entretiens de recruteurs de l'armée. C'est pas elle qui le dit, c'est les entretiens qui sont mis en avant. National Park Service sont aussi très mis en avant parce que la pelouse de la Maison Blanche appartient au service des parcs et donc c'est eux qui gèrent et évidemment l'argent, puisque de toute façon elle n'aurait pas le droit de faire de l'argent sur quelque chose qui est publié en tant que première dame, donc l'argent est redistribué au National Park Service. Ok. Est-ce que ça fonctionne cette opération un peu de contre-préjugés, contre-préjugés, je sais pas comment mieux l'exprimer, mais est-ce que au fur et à mesure des élections d'Obama et de son rôle de première dame, sa popularité, son image s'améliore et on parlait de polarisation, est-ce que ça dépolarise un peu ou, en ce qui la concerne elle, hein, parce qu'Obama, c'est le président, donc forcément... il y aura toujours des gens contre lui, etc. Mais elle, en tant que première dame, un peu comme ça, éthérée, dépolitisée, est-ce que ça marche, ces opérations de communication et de proximité? Et son taux de popularité est toujours extrêmement haut, ce qui n'est pas si surprenant pour une première dame, mais elle a l'air d'être de plus en plus à l'aise dans ce rôle aussi. Par contre, 2015-2016, elle fait beaucoup moins d'interventions. Peut-être aussi qu'il y a un retrait. Mais elle a plus modelé son rôle dans un rôle non partisan comme l'était Laura Bush, plutôt qu'à la Clinton. Les démocrates ont bien compris que Clinton, ça n'avait pas fonctionné, qu'il fallait surtout pas refaire une première dame Clinton. Et Clinton était très polarisée. Elle était aimée des démocrates et détestée des républicains, alors que Laura Bush était appréciée de tout le monde. Et j'ai envie de dire que Michelle Obama était appréciée de tout le monde, mais avec cette polarisation toujours racialisée, il y a forcément une grande opposition à tout, je l'ai dit, tout ce qui touche Obama. J'ai un exemple sur Let's Move, c'est Sarah Palin qui la critique en disant qu'Obama ne peut pas dire aux parents comment éduquer leurs enfants, elle ne peut pas dire aux parents quoi donner à manger à leurs enfants. Et c'est une critique libertarienne de l'intervention de l'État dans la vie des citoyens. Mais il y a une double connotation évidente sur le fait qu'une femme noire ne peut pas avoir autorité pour dire à des parents blancs ce qu'ils peuvent faire. Donc il y a toujours cette double lecture par les conservateurs qui sont de plus en plus en opposition avec tout ce qui peut être fait et on ne peut rien accepter de l'administration Obama et c'est une branche grandissante de ce qui va devenir l'électorat de Trump. Pourquoi? Alors, tu vois, moi, peut-être que c'est ma vision à l'extérieur, je sais pas, mais j'ai l'impression que quand même, Michelle Obama, c'est une figure de première dame et même une figure internationale qui m'a marquée, qui est importante, qui est symbolique, qui est, je sais pas... c'est une figure qu'on retient, alors que Jill Biden, alors Melania Trump... si, parce que Melania Trump, il y a plein de montages où elle envoie bouler son mari. Donc, voilà, c'est là, voilà. Mais tu vois, elles ont aucun impact d'une certaine façon. Pourquoi Michelle Obama a eu
cette aura, mais même à l'international, où on se souvient d'elle, tout le monde a envie d'aller la voir. Enfin, Becoming, son livre, s'est vendu, mais mondialement, elle a fait un tas. Enfin, c'est une personne dont tout le monde a envie de s'intéresser, tout le monde a envie d'entendre sa parole. Et puis, tu vois, moi, je suis contente quand je la vois arriver avec ses tresses et puis habillée de façon comme elle est, où elle ose les tissus un peu africains. Enfin, tu vois, elle ose maintenant s'affirmer dans le fait qu'elle est une afro-américaine, etc., et que ça se voit maintenant qu'elle a plus aucune implication, enfin si ça reste une femme politique hein, pour moi, mais on va dire qu'elle n'est plus à la Maison Blanche, donc elle a plus à se museler d'une certaine façon. Comment t'expliques que cette figure soit si qu'elle attire tellement l'attention et l'intérêt de tout le monde en fait? Elle est voilà, c'est ça, elle est magnétique. C'est déjà, je pense que les activités de la première dame, le fait qu'elle soit plus ou moins présente, ça dépend forcément de son choix personnel et de ses envies personnelles. Et Jill Biden et Melania Trump ont été en retrait, et j'ai envie de prendre ça en comparaison avec Mamie Eisenhower, qui était très en retrait parce que les Américains étaient fatigués d'Eleanor Roosevelt. Donc c'est un peu ça, il y a un retrait parce que personnellement, elles n'avaient pas envie de s'impliquer, mais c'est aussi un retrait parce que les Américains étaient fatigués de la précédente. Et donc je pense que Michelle Obama a compris qu'elle pouvait faire des choses et qu'elle a eu envie d'être visible parce que justement c'était une plateforme exceptionnelle et qu'il fallait l'utiliser, même si c'était extrêmement contraignant. Et c'est pour ça qu'elle a été très visible. Et je pense que ces contraintes dont on vient de discuter, ces contraintes raciales, ces contraintes de classe, contraintes genrées, mais aussi toutes les attentes de l'administration Obama, c'est quelque chose qui était tellement complexe que pour être très visible, il a fallu avoir une très bonne communication qui soit très organisée, très disciplinée. Et je pense que c'était aussi un choix d'être très visible dans les médias populaires. Et ça l'a rendue accessible. Et donc, déjà, elle est connue, on la connaît, on la reconnaît. Et elle a gagné une certaine crédibilité en évitant les scandales. Donc, c'est beaucoup de travail en amont, j'imagine. Et puis, c'est peut-être aussi une fascination parce que c'est la première dame noire et que... et puis qu'on n'avait pas de cadre de compréhension des femmes noires. Et je dis on, mais c'est surtout les Américains. Donc cette nouveauté a fait qu'elle a... Et cette réussite qui est possible parce que ça a été beaucoup de travail en amont, parce qu'il y avait des contraintes, je pense aussi que ça a contribué à la rendre visible, accessible, appréciée. Et c'est la speaker, l'oratrice la plus demandée depuis 2010, que ce soit au midterm ou à la réélection ou encore aujourd'hui. Le Parti démocrate et tous les candidats démocrates veulent que Michelle Obama vienne faire un discours pour les soutenir. C'est la personne la plus demandée et pourtant la moins présente. Et j'ai un journaliste qui m'a dit, elle n'est pas tout le temps en train de dire « moi, regardez-moi ». Elle est présente à nuancer, parce que je pense aussi qu'il ne suit pas tout ce que Michelle Obama fait, mais elle est là plus en retrait. Elle n'est pas toujours en train de se mettre en avant. Mais effectivement, cette fascination pour elle et le fait qu'elle soit aussi connue et appréciée autant aux États-Unis qu'à l'étranger, c'est un peu les prémices de ma thèse. Et c'est pour ça que je l'ai prise en étude de cas, parce que je trouvais ça très intéressant. J'essaie de comprendre justement comment c'est possible. Et elle n'a jamais envisagé d'être présidente. Parce que tu sais, on en a parlé un peu. Il y a plein de gens qui disaient il faut que Michelle Obama, elle se présente aux élections présidentielles, etc. Et même maintenant, j'ai envie de te dire, tout ce qu'elle fait, moi j'adore ces images de sa bromance. Je sais pas comment on dit entre une femme et un homme. Sa bromance avec George Bush. Ça, c'est quand même un truc, tu sais, une femme de président démocrate et George Bush qui a quand même une image, tu sais, la guerre en Irak, machin. Enfin, tu vois, George Bush, c'est pas non plus un personnage. En fait, tu les vois, ils se chamaillent, ils rigolent, ils s'entendent vachement bien, c'est les meilleurs potes du monde, là, ils vont en pique-nique ensemble. Tu vois, c'est quand même un truc, tu sais, enfin, il y a encore toute cette aura de communication autour d'elle qui continue. Moi, je trouve ça fascinant. Hein. Et c'est peut-être aussi tout simplement sa personne. Oui, c'est ça. Je ne peux pas répondre de ce qu'elle pense, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle va bien faire. Sûr. Mais tous les gens qui la connaissent disent que c'est hors de question qu'elle parte en politique. Ça lui a trop coûté. Et donc, ça, c'est une discussion, et je pense aussi que c'est une discussion qui est sortie dans les milieux conservateurs. Bon, ça, c'est mon impression, peut-être qu'elle est fausse, mais dans la presse conservatrice, pour discréditer Biden quand il s'est présenté l'année dernière.
Donc c'est possible aussi. Mais cette histoire avec Bush, les familles de présidents, les familles à la Maison Blanche ont vécu probablement quelque chose que personne d'autre a vécu, et donc il y a un certain lien entre eux. Et je me suis pas mal intéressée pendant mon séjour de recherche à la transition Bush-Obama. Et c'est la transition la plus réussie de l'histoire. Ils ont commencé à donner un budget et des bureaux dès le mois d'août à McCain et à Obama pour faire une transition. Le jour de l'inauguration de l'investiture, à midi 01, le site internet a basculé sur le site Obama. Il y a eu tout le personnel de Bush a échangé régulièrement avec le personnel de avec le personnel de toute l'administration Obama pour faire une transition et les préparer à leur futur emploi. Et c'est passionnant cet accord qui s'est fait en disant on travaille pour la nation, on n'est plus partisans, même si la campagne a été mauvaise et que vous avez vraiment craché sur l'administration Bush, on est là pour faire le travail et donc on va faire le tuilage avec vous. Et c'est vraiment, que ce soit en amont de l'investiture dès l'élection en novembre ou ensuite pendant les 6 mois qui suivent, rappeler régulièrement le bureau, les anciens de l'administration Bush pour leur demander des conseils, c'est quelque chose qui fait plaisir à voir. Oui, quand on sait que Trump n'a même pas fait de passation, on se dit, ah oui, il y a un grand... Non, je boude. Il y a quand même une grande différence. Oui, oui, oui. Comme quoi, c'est pas le parti politique. Oui, c'est ça. Là, c'est la nation, quoi. C'est voilà. Les Américains, quoi. Tu parles depuis tout à l'heure de tous les gens que tu as pu interviewer, que tu as rencontrés. Comment se passent concrètement tes recherches sur le terrain? Comment tu as organisé ça? Est-ce que tu as essayé de parler avec Michelle Obama ou pas? Est-ce que c'est dans les pipes, une petite visio? Je sais pas. Alors ça, je sais pas, on verra bien ce que l'avenir me réserve. Mais moi, je suis actuellement en 3e année de thèse. J'ai passé 2 ans à beaucoup lire sur tout ce qui touchait à mon sujet parce que je voulais vraiment avoir une idée claire de ma thèse qui est passionnante par son interdisciplinarité, mais ça apporte une complexité. Et j'étais enseignante dans le secondaire ces 2 premières années. Cette année, c'est ma première année à l'université à plein temps. Et cette année, ça a été beaucoup de travail aussi pour préparer les cours, mais ça m'a permis aussi une réflexion, et chaque communication que j'ai faite récemment m'a permis d'approfondir, d'articuler mes idées, mes arguments. Et donc j'ai eu l'opportunité, donc après la fin des cours, de partir fin avril 2025 pour 6 semaines de recherche aux États-Unis. Donc j'étais principalement à Washington DC, mais j'ai aussi fait un voyage à New York, un à Chicago et un dans le Colorado pour pouvoir interviewer des personnes sur place. Et j'ai collecté des archives de presse à la Bibliothèque du Congrès, c'est fabuleux, et j'ai aussi conduit de nombreux entretiens, donc plus d'une vingtaine d'entretiens avec d'anciens employés de l'administration Obama, avec des correspondants accrédités à la Maison-Blanche, avec des journalistes de magazines, rédacteurs en chef, des producteurs télévisés. Et tout ça, ça me donne énormément de contenu, que ce soit pour réfléchir, ça fournit des exemples qui appuient vraiment mes arguments, mon travail de recherche, mais ça apporte aussi des questions nouvelles. Et je suis vraiment ravie d'avoir eu cette chance. Mais dans le contexte actuel, j'avoue que j'étais extrêmement anxieuse d'être en danger, peut-être même physique, de partir aux États-Unis. Et j'ai fait de nombreux entretiens aussi sur Zoom. Et j'en fais encore aujourd'hui, des entretiens sur Zoom. Et je pense que c'est très facile. Les Américains le font parfois même mieux que de nous rencontrer en vrai. Donc je recommande vraiment de passer par ce biais pour ceux qui ne pourraient pas partir. En tout cas, en ce moment, c'est assez compliqué le contexte. Même si on ne le vit pas sur place, je pense que c'est dangereux de partir aux États-Unis. Et c'est plutôt... Je déconseillerais. Disons que du point de vue français, ça paraît très compliqué, alors qu'une fois qu'on y est, on ne le voit plus. Voilà, des questions de visa, des questions de recherche sur des sujets qui peuvent être sensibles. Il faut vraiment être conscient avant de partir, même si j'ai vraiment adoré et j'ai envie d'y retourner.
Et voilà, donc ça me donne vraiment, fournit énormément de données que maintenant il faut Faut traiter. que je traite, voilà. Et j'entame, j'espère, maintenant une nouvelle phase de la thèse. Donc Ouais. j'espère commencer la rédaction à la rentrée. Et Donc j'ai c'était passé la moitié de la thèse. waouh. Et c'était facile de contacter ces gens-là? Ils t'ont répondu facilement pour te rencontrer? Est-ce qu'il a fallu les convaincre de l'intérêt de travailler sur ce sujet-là en tant que Française? Enfin, je sais pas, il y a plein de questions qui peuvent se poser quand tu sais, tu démarches des gens, comment ils te reçoivent. Moi, j'ai commencé à démarcher assez tard, quoique tard, c'était en décembre l'année dernière, donc il y a 6 mois. J'ai pris les organigrammes des 8 années à la Maison Blanche et j'ai contacté tout le monde. Quasiment tout le monde. J'ai contacté peut-être 65 personnes. Euh, voilà. Au début, je pense que tout le monde le dit. Au début, on n'ose pas trop. Et en fait, au pire, les gens répondent pas. Et au mieux, il arrive plein de choses. Donc j'avais eu 5 réponses, finalement 3, 4, 5 réponses positives. Et quand je suis partie aux États-Unis, je n'avais plus que 2. Et donc j'avais un entretien de prévu et c'est tout. Et donc les 2 premières semaines aux États-Unis, j'allais à la bibliothèque du Congrès tous les jours. J'ai rencontré une personne, puis la semaine d'après, j'en ai rencontré 2, et puis la semaine encore d'après, j'en avais 3 par jour. Donc plus les gens nous voient, surtout au tout début, plus ils voient notre tête, plus ils voient qu'on est français, donc on a un point de vue extérieur, et ils voient qu'on cherche pas du mal. En fait, moi, mes questions, ça pose vraiment sur de l'organisation. Donc c'est en quoi consiste ton travail, qu'est-ce que c'est une journée typique. Ensuite, pour amener mes analyses et à des questions plus poussées, mais en fait, c'est pas des questions menaçantes. Donc une fois qu'ils ont compris ça, ils peuvent recommander à d'autres, potentiellement à d'autres personnes. Quasiment tout le monde a accepté d'être enregistré, a accepté d'être nommé. Donc c'est une chance. Mais voilà, vraiment à partir de mi-mai, j'ai eu de nombreux entretiens et j'en ai encore 3 cette semaine. Donc ça s'arrête pas. D'accord, donc tu vas avoir encore plein de données à traiter. Voilà, c'est ça. Et tu comptes, alors c'est un peu la question, j'avoue, pas très agréable, mais tu comptes ta thèse, tu te donnes encore combien de temps pour la finaliser? Puis surtout, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Qu'est-ce que tu aimerais faire après ta thèse dans l'idéal? Alors, je pense que faire une thèse en 5 ans, c'est déjà ambitieux, on va dire, ambitieux, sachant que je travaille à plein temps à côté. Mais bon, je pense que j'aimerais passer 2 ans à rédiger la thèse et puis la soutenir en fin 2027. Ça ne veut pas dire que je le ferai, mais voilà, c'est le temps que je me laisse. Aujourd'hui, je suis contractuelle à l'université, mais je compte bien rester à l'université. J'enseigne l'anglais en droit et en sciences politiques. Donc c'est quelque chose qui me plaît énormément et que je veux continuer à faire. Et donc, tu m'aurais posé la question l'année dernière, je t'aurais dit mon but c'est d'enseigner l'anglais en sciences politiques. Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Donc, Ça évolue, les rêves. Les rêves évoluent. voilà, puis quand ils deviennent accessibles, c'est une chance, c'est aussi beaucoup de travail et ça devient une réalité. Euh, Après la thèse, évidemment, j'aimerais postuler à des postes de maîtresse de conférence pour être enseignante-chercheuse. Euh, Avec cette approche interdisciplinaire que j'ai, qui est autant la civilisation américaine et les questions intersectionnelles de genre, de représentation des femmes noires dans les médias, toujours avec une approche communication politique et des outils de sciences politiques et de communication. On verra où cela me mène. Peut-être qu'en anglais, on a un petit peu plus... On est aussi beaucoup plus de candidats, mais souvent, on est connu pour avoir plus de postes que dans certaines autres sections. Donc, mais ça veut rien dire. Il n'y a vraiment pas assez de postes pour tout le monde. Donc, qui sait, on verra dans 2 ans, dans 3 ans où je suis. Ouais, c'est ça. Est-ce que déjà, alors c'est une question peut-être un peu prématurée, mais est-ce que déjà, tu sais, dans tout ce que tu as pu observer autour de ton sujet, tu as soulevé d'autres interrogations, des choses intéressantes, mais enfin des sujets intéressants, mais tu sais que tu pourras pas les traiter et qui pourraient peut-être inspirer des auditeurs, des sujets de mémoire ou de thèse potentiels, des sujets dont tu penses qu'ils seraient intéressants, sur lesquels tu penses qu'il serait intéressant de se pencher
que toi, tu vas pas traiter. Donc, avis aux amateurs. Oui, cette question des représentations des femmes noires en politique, c'est super intéressant. Et celle des premières dames aussi. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir à quel point c'est un rôle blanc, en fait. Euh, mais on parlait de la visibilité de Jill Biden. Je pense qu'il y a eu un retrait de Jill Biden parce qu'il fallait mettre en valeur Kamala Harris, première femme dans ce rôle. Et donc, toutes les communications qui sont habituellement, les échanges avec la presse qui existent d'habitude avec la première dame, il y a eu un transfert sur Kamala Harris, qui est aussi très... c'est un peu sexiste quand même quand on dit à qui on demande quel designer elle porte à une soirée. Jill Biden dira qu'elle ne porte personne et les journalistes vont ensuite voir Kamala Harris et puis il y a tout un truc sur ce qu'elle porte. Donc c'est aussi pour attirer la presse avec des outils qui sont sur les femmes politiques. Ce qui est super intéressant, parce que moi je travaille sur les premières dames, c'est les épouses d'élus. Et sauf que travailler sur les épouses d'élus et arguer que c'est un rôle politique, c'est aussi décrédibiliser les femmes qui ont été élues. Et donc c'est compliqué. Mais voilà. Et puis cette question d'épouse d'élus, c'est quelque chose qui est encore récent en France, alors que ça existe quand même aux États-Unis. Et je trouve ça super intéressant. Et donc ça vaudrait le coup de se pencher là-dessus. Voilà, peut-être. Ok, pour conclure cet épisode, j'aurais aimé savoir si tu avais des petits conseils à donner à nos auditeurs, des gens qui vont se lancer dans le doctorat, peut-être en études anglophones, en civilisation américaine, études anglophones, etc. Est-ce que toi, tu as des choses qui, au jour le jour, dans ta vie de doctorante, t'aident en plus je sais que tu travailles donc à temps plein à côté, comment tu concilies les deux, et puis est-ce que tu fais des choses à côté en dehors de la thèse pour te détendre, sortir ta tête de tout ça? Ah oui, alors cette histoire d'équilibre, c'est extrêmement important, surtout pour moi qui fais ma thèse sur mon temps libre, il faut le dire. Mais c'est énormément important. Je pense que la priorité, c'est notre bien-être. La priorité, c'est d'avoir toujours des choses ou des personnes qui amènent quelque chose de positif, et il faut surtout pas... il faut arriver à avoir de l'air frais, il faut arriver à prendre des vacances, il faut arriver à avoir une certaine organisation, même si parfois il y a des périodes de rush et des périodes un peu moins de rush. Et je dirais que si vous commencez une thèse, vraiment, renseignez-vous auparavant sur tout ce qui est question d'organisation, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas sur des questions pratiques de est-ce que je vais lire sur un ordinateur, je vais lire sur un Kindle, je vais lire sur une tablette, comment je vais ficher, est-ce que j'ai un drive, est-ce que j'ai accès à des livres, voilà. Et puis être bien entouré, ne pas rester tout seul. Et je pense qu'avant de se lancer, et c'est une super expérience, et c'est super intéressant, il faut le faire, j'ai envie de dire... Déjà, je dirais aussi beaucoup de bien de tous les collègues qui m'entourent et que j'ai rencontrés jusqu'à présent. Et je ne pensais pas rencontrer autant de gens géniaux et c'est très agréable. Mais je dirais que le choix le plus important, c'est le choix de la direction, donc directeur, directrice de thèse, qui est vraiment primordial. Il faut se renseigner avant de débuter. Et il faut autant apprécier la qualité et la rigueur de leur recherche que la personne, l'humain derrière. Parce que c'est quelqu'un avec... Moi, j'ai 2 personnes qui sont vraiment super, mais avec qui je communique régulièrement. Et donc, il faut leur faire confiance. Mais je dirais que c'est une expérience intellectuelle passionnante et qu'il faut bien se renseigner avant de commencer. Et c'est génial et ça me donne l'opportunité de parler avec toi dans ce podcast. Donc je te remercie pour ça, c'est super. C'est super cool. Écoute, moi aussi je te remercie beaucoup de m'avoir consacré ce long moment pour discuter de tout ça avec moi. Pour les auditeurs, comme d'habitude, il y aura un petit article et une newsletter dédiée à ton épisode qui seront disponibles dès la sortie de l'épisode. Donc voilà, et puis dans l'article, comme d'habitude, je te demanderai une petite bibliographie, je sais pas, des podcasts, des livres, des articles qu'on peut mettre en référence pour les auditeurs s'ils ont envie d'aller plus loin. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? Du repos là, pour l'instant. Du repos, ok. Des bonnes vacances d'été, voilà. Et puis un retour en fanfare en septembre, voilà. Bon pied, bon oeil. Écoute, merci encore Philippine d'avoir été avec moi. Je te souhaite le meilleur pour la suite et puis je te dis à bientôt.
Merci, à bientôt. Bye bye.